Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision, merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission Théma, engagement des jeunes dames au Mali, et si on en parlait avec Madame Daraja Aïdara, détentrice des masters en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines, elle est aussi la présidente de l'association humanitaire Al-Barka. Madame Aïdara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous sommes également avec Madame Mariam Ina Kanouté, master coach, maître praticien, programmation neurolinguistique, consultante en investigation appréciative. Elle est directrice générale du cabinet de coaching et de formation, les cabinets potentiels. Madame Kanouté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci. Notre troisième invitée est Madame Rokiatou Sila, gestionnaire de formation, chef de projet leadership politique accru des femmes à Enda Mali. Madame Sila, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci surtout à vous de l'avoir accepté. Mesdames et messieurs, notre quatrième invitée est Madame Aminata Aïdara, alias animatrice H. Elle nous rejoindra d'un moment à l'autre au cours de cette émission. Elle est juste prise dans un bouchon. D'un moment à l'autre, elle sera là. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous suivre et de rester toujours fidèles au programme d'Africable Télévision. Madame Kanouté, alors dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'être femme selon vous? Être femme, selon moi, et être multitâche, avoir beaucoup de capacités émotionnelles, avoir la capacité de changer le monde, influer sur l'avenir des autres, parce que nous avons la lourde tâche de mener une grande partie de l'éducation. Nous sommes des portiers des familles. Nous avons un rôle central à jouer dans cette société. Nous sommes aussi plus de 50% de la population mondiale. Et pour moi, c'est un pouvoir inouï. Un pouvoir inouï. Donc être femme, c'est avoir un pouvoir inouï selon vous. Et Madame Aïdara, comment vous concevez le fait d'être femme? Alors, selon moi, la femme, c'est le lien de la société. Si vous voulez, la femme est comme le ciment de la famille, de la société d'une façon générale. Parce que c'est elle qui crée la cohésion et également c'est l'esprit de sacrifice. Parce que c'est celle-là même qui se réveille tôt le matin avant tout le monde et va au lit après tout le monde. L'esprit de sacrifice, pourquoi? Parce que c'est elle qui donne la vie en risquant sa propre vie. Donc on peut passer tout le restant de cette émission à parler de la femme. On ne va pas en finir. La femme est tout simplement un tout. D'accord. Voilà. Merci Madame Aïdara. Madame Sila, que signifie pour vous être femme? Merci pour la question. Alors, être femme pour moi, c'est d'abord, avant tout, être un être humain. D'abord. Avant de parler de rôle, avant de parler de responsabilité, on est tous d'abord êtres humains quelque part. Alors, le concept d'être femme ou bien de féminité, moi je la classe en fait sur deux plans. D'abord, l'aspect biologique qui fait que quand on vient au monde, on est classé soit dans la catégorie de femme ou d'homme. Ça, c'est vraiment défini par l'aspect biologique. Mais qu'est-ce qui fait que nous devenons par la suite femmes et hommes? Ça, c'est la socialisation. Et la notion de femme, tout ce qu'on connaît comme attributs, capacités émotionnelles qui sont associées au fait d'être femme, et aussi compétences, la manière d'agir et de réagir aux situations qu'on connaît comme étant celles qu'on attribue aux femmes, sont en fait influencées par cette construction sociale qui classe les deux sexes par rapport à ce qui définit le comportement féminin et le comportement masculin. Donc, si je dois parler de ce que signifie pour moi être femme, c'est vraiment ce que Ina vient de dire, être multitâche, parce qu'on a beaucoup d'attentes par rapport à la femme dans la société, dans la vie privée, mais aussi dans le domaine public. Donc, c'est être vraiment là à combler ces attentes par rapport à nous.
D'accord, merci. En tout cas, avec vous, on voit que les femmes représentent énormément, mais vraiment beaucoup. Ce soir, nous allons parler donc de l'engagement des jeunes dames que vous êtes. Alors, Madame Kanouté, dites-nous d'abord, qu'est-ce que l'engagement et quel sens donnez-vous au vôtre? Le sens que je donne à mon engagement, je suis citoyenne du monde, je suis citoyenne africaine et très fière. Je vois que ce monde a besoin de moi autant que des autres. Et la première chose que je dis toujours, c'est la responsabilité. On passe le temps à dire tout ce qui doit changer, mais il faut que nous soyons conscients que nous sommes les acteurs de ce changement. Et donc, en tant que coach, en tant que professionnel, en tant que femme, en tant que mère, tout ce que je vais poser comme action va aussi inspirer. Et j'ai du pouvoir de faire des changements pour l'Afrique, de faire des changements pour créer aussi une génération plus consciente d'Africains capables de relever les grands défis que nous avons aujourd'hui. Pour moi, c'est ma responsabilité. Et mon engagement, c'est dans ce sens, parce que je fais, et je le dis souvent, je fais ma part. Je ne sais pas si seul je pourrais changer le monde, mais je fais ma part. Et quel est ce pouvoir-là que vous avez? Le premier pouvoir pour pouvoir faire tout ça. Pour pouvoir faire tout ça, le premier pouvoir que j'ai, c'est de la construction humaine. J'ai cette chance d'être dans un métier qui aide à la construction humaine. Voilà pourquoi je me dis toujours, je suis architecte de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, je regarde la jeunesse africaine, nous sommes malades de ne pas avoir les valeurs qui construisaient la société, qui construisaient l'humain. J'ai cette force, j'ai cette chance de comprendre comment construire l'humain à partir d'un soubassement exactement comme une maison. Et la maison qui doit tenir et qui doit monter haut doit avoir un soubassement conséquent. Et aujourd'hui, j'aide les jeunes à reconstruire ce soubassement, à reconstruire des valeurs, mais aussi, c'est pour ça que j'appelle les ailes et des racines. Pousser des racines, donc avoir ces soubassements, mais aussi savoir qu'on a la possibilité d'aller loin, pousser des ailes, se dire qu'on n'a pas de limite, nous pouvons conquérir le monde. Que nous soyons nés en Afrique, dans une famille pauvre ou en Europe, nous avons toutes les possibilités. Et le fait d'ouvrir ces possibilités pour chaque personne, c'est une contribution que je fais pour que les choses aillent de l'avant. Pour le Mali, pour d'autres pays africains dans lesquels j'opère, et plus tard peut-être pour toute l'Afrique. D'accord, merci Madame Kanouté, Madame Aïdara. Alors, qu'est-ce que l'engagement de façon générale et quant à vous, quel sens donnez-vous au vôtre? Alors, merci beaucoup pour cette question, M. Dissa. Et selon moi, mon engagement, c'est tout d'abord l'esprit de partage. De partage, d'entraide, de venir en aide aux plus nécessités tout en les respectant. n'est pas que de les voir en tant que simple nécessité, mais de les voir en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire les aider tout en les considérant en fait. Parce que très souvent dans ma mission, j'ai remarqué que les gens en réalité n'ont pas besoin de l'extraordinaire. Ils ont juste besoin de la présence humaine, de l'écoute, de l'amour plus. Donc dans ma mission, ça m'a montré cela. Et moi, je dirais que voilà, mon engagement, c'est beaucoup plus d'offrir plus d'amour, plus d'attention. D'accord. Merci, Madame Aïdara. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous sommes sur l'émission Théma qui ce soir parle de l'engagement des jeunes dames au Mali. Nous sommes avec 4 grandes invitées. C'est l'une qui n'était pas encore arrivée quand on commençait l'émission. Elle vient de nous rejoindre. Elle, c'est animatrice H de son vrai nom, Aminata Aïdara. Elle est présentatrice TV très suivie sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, Facebook, où sa page compte plus de 44 000 adhérents. Elle fait un Master 2 en marketing et intelligence d'affaires. Elle a présenté 3 saisons durant Ministère sur Africable Télévision. Présentement, elle est sur son émission Câlin, sur sa propre web TV. Madame Aïdara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, merci beaucoup. Moi, je ne pourrais pas dire tellement animatrice H, je vais dire Madame Aïdara. Merci beaucoup, c'est très gentil. D'accord, merci à vous. Nous serons tout de suite à vous. D'accord, à bientôt. Alors. Madame Sila, alors quel est le sens de votre engagement à vous? Alors, le sens que je donne à mon engagement, c'est vraiment des actions en faveur du développement.
en faveur du développement, mais plus spécifiquement la contribution de la femme malienne dans le développement du pays. Et de par ma profession, c'est vraiment de s'intéresser à la question de la participation politique des femmes, mais surtout le rôle que les femmes sont appelées à mener dans la vie publique. Oui. Parce que pour qui connaît le pays, nous avons des données statistiques qui le prouvent à suffisance. Dans les postes de responsabilité, je prends l'exemple de l'Assemblée, on a 9,52% de femmes à l'Assemblée actuellement. Sur 147 députés, il n'y a que 14 femmes. Vous prenez les institutions, vous allez trouver aussi des chiffres qui parlent. Donc, le monde du développement a besoin de nous, les femmes. Et pour ça, je place mon engagement dans ce sens pour que nous puissions vraiment remplir le rôle qui nous est dévolu aux côtés des hommes. D'accord. Donc, si je dois définir mon engagement, je le place dans ce sens. D'accord. Merci, Madame Sila. Madame animatrice H. Alors, et avant vous, par rapport à la question sur le sens à donner à l'engagement, pour Madame Kanouté, en fait, son engagement, c'est la construction de l'être humain. Pour Madame Daraja Aïdara, c'est vraiment l'esprit de partage, mais il s'agit d'aider, mais aussi de considérer. Il ne faut pas juste aider et ne même pas considérer ceux-là qu'on aide. Et pour Madame Sila, son engagement, c'est vraiment en faveur du développement, mais celui fait par les femmes. Vous, quel sens donnez-vous à votre engagement? Moi, mon engagement, il est plutôt orienté sur le changement d'idées, d'idéologie des jeunes. Alors, ce qui va se traduire par mon parcours dans le ministère, j'ai toujours eu ce sens d'écoute, d'analyse et aussi d'apporter ma vision des choses. Du coup, j'ai aussi ce qui va aussi se traduire encore également par mon émission Kalen, dans laquelle je sensibilise beaucoup les jeunes à entreprendre et à donner vie à leurs rêves. Nous sensibilisons beaucoup les jeunes, nous amenons des thématiques qui touchent à la jeunesse, qui touchent à la société, des thématiques qui nous concernent nous tous ici. Et à travers l'émission, nous sensibilisons les jeunes comme moi ou encore plus jeunes, à donner vie à leurs rêves et à aussi entreprendre et se dire aussi qu'il ne faut juste pas s'asseoir et s'attendre que tout se fasse de tout seul. Il faut travailler, il faut également lutter pour que ça se fasse. C'est un peu ce que je fais. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, ce soir, nous sommes entre nous. Moi aussi, je suis Madame Dissa. Ok, Madame Kanouté. Madame Kanouté, alors, vous avez dit dans votre milieu, dans votre domaine, celui de la construction de l'être humain. Alors, dans ce domaine-là, vous êtes quand même aujourd'hui confirmé. Tout le monde vous connaît, beaucoup de filles, beaucoup d'hommes, des hommes d'affaires, et tout le monde va au cabinet potentiel vous voir. Comment vous êtes parvenu à asseoir un tel leadership? Ça commence d'abord par une vision très précise de ce que nous voulons réaliser. Aussi surfer sur votre talent, c'est-à-dire je me lance dans un domaine qui est d'abord ma passion, qui est mon talent, et que je décide d'amener, que j'ai exercé dans d'autres pays africains, que je décide d'amener au Mali. Au départ, on me dit bien sûr, le coaching, les Maliens, ça ne va jamais marcher, il fallait rester de l'autre côté. Après, on me dit, est-ce que les gens savent de quoi il s'agit et tout. Et moi, j'avais ma vision. Donc, j'ai persévéré. J'ai d'abord fait comprendre aux gens ce que ça signifiait, qu'est-ce que ça pouvait leur apporter au niveau individuel, mais aussi au niveau des entreprises. Et pour la petite histoire, cette année, j'ai été approchée par 2 ou 3 très grosses structures, une multinationale et une nationale du pays, qui m'ont dit, nous nous sommes engagés, ça répond à sa préoccupation, à amener les femmes à des niveaux, à un certain nombre, un pourcentage de femmes au niveau des postes hiérarchiques. Nous avons la volonté aujourd'hui, nous avons signé des conventions et les entreprises au Mali l'ont fait. Mais ces femmes que nous voulons rehausser ont des blocages. Est-ce que vous pouvez nous proposer des solutions pour les amener à accéder aux postes qu'elles méritent, mais que nous avons de la difficulté à leur donner pour diverses raisons? Donc j'ai créé un cours pour les entreprises et pour amener les femmes au poste de leadership qui s'appelle les conditions favorables à l'émergence des talents féminins. Derrière cela, c'est débloquer tout ce qui empêche, c'est-à-dire que l'État, les entreprises peuvent avoir effectivement la volonté
de donner aux femmes la place qu'elles méritent, mais énormément de blocages vont se mettre autour. Donc, c'est tous ces sujets, ces thèmes, là où il y avait le besoin, au niveau des organisations et au niveau individuel. Parce que les femmes, elles peuvent avoir la compétence, elles ont besoin d'avoir confiance en elles. Elles ont besoin d'avoir des permissions. Elles ont besoin aussi de s'affirmer elles-mêmes. Et donc, partout où besoin était, j'ai montré ce que j'étais capable de faire. J'ai montré aux gens quels étaient leurs défis et comment est-ce que le coaching pouvait apporter une réponse à leurs défis. Et je crois que ça commence à se faire effectivement connaître au niveau des entreprises et au niveau individuel également, des leaders, des grands managers et des équipes professionnelles. D'accord, merci pour cette grande leçon sur le leadership, avoir sa vision, surfer sur son propre talent. Et vous êtes, Madame Aïdara, au niveau de l'humanitaire. Nous connaissons beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce sens-là, mais quand c'est Madame Daraja Aïdara qui organise un gala de charité, c'est énorme, c'est dans les grands hôtels tout le temps. Comment êtes-vous parvenu à les faire? Alors, moi, je dirais que c'est surtout le travail en équipe. C'est surtout le travail en équipe dans une approche participative, tout en instaurant le faire-faire, c'est-à-dire confier des tâches à chaque membre de l'équipe et les laisser exécuter tranquillement les tâches qui leur sont assignées en fait. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une société où l'esprit de bénévolat n'est pas compris de tous. Donc, ce qui fait que la gestion devient tout autre, différent de ceux qui sont dans le domaine à but lucratif. Donc, il faut plutôt être là, motivé et à les pousser pour aller de l'avant dans l'atteinte de l'objectif commun. Donc, c'est tout autre chose par rapport à la vie professionnelle à but lucratif. Donc, comme je l'ai dit, il faut surtout, comment dirais-je, faire avec une approche participative, amener tout le monde à travailler ensemble et au même rythme. D'accord. Voilà. Et surtout faire confiance à son équipe. Voilà. Quand on confie une tâche, souvent c'est un problème de leadership. Et à un moment donné, moi-même, j'étais confrontée à cela parce qu'on a tellement envie de bien faire, que souvent, on confie une tâche et on se retrouve en train de l'exécuter à la place de la personne. Et ça peut créer des frustrations. Ça peut créer des frustrations. Donc, c'est pourquoi souvent, il faut laisser les gens exécuter ce qu'on leur demande et après, venir derrière pour superviser. Est-ce que vous tirez leçon des gens avec qui vous travaillez? En effet, parce que surtout dans le domaine de l'humanitaire, c'est pas la même motivation quand on dit ok, monsieur Dissa, venez, on va travailler sur tel projet, à la fin vous aurez tel nombre de millions. Quand on appelle les jeunes, on dit venez, on va passer tout un mois à organiser un gala de charité pour scolariser 500 enfants. Oui, l'idée elle est bonne tout de suite, mais après, derrière ils se disent qu'est-ce qu'on a en retour. Alors que sachant que moi-même qui suis à la tête, je n'attends rien en retour. Donc le plus gros travail, c'est de les faire adhérer à cette vision que moi-même j'ai d'abord pour qu'on puisse atteindre l'objectif ensemble. Donc c'est pas tout le temps facile, mais avec le temps, les gens commencent à adhérer à la chose. Je vois qu'il faut vraiment avoir une idée claire de sa vision. Hein. Alors, Madame Sila, au niveau des ONG, elles sont nombreuses, d'accord, mais pour quand même être chef de projet, c'est pas donné, hein, ce n'est vraiment pas donné. Comment vous avez pu faire pour vous retrouver à ce niveau-là, quand même, chef de projet? Et puis, quel projet? Leadership politique accru des femmes dans un pays où on a quand même des femmes politiques très engagées sur le terrain. Comment avez-vous pu faire? Alors, si je dois parler de comment je suis arrivée là où je suis, alors je dirais que c'est à force de persévérance, en fait. Parce que être femme, être jeune, c'est vraiment des atouts dont il faut vraiment savoir utiliser. Donc, à force de persévérance, pourquoi? Parce que dans le domaine des ONG, on met vraiment l'accent sur la motivation, les compétences, mais aussi le savoir-être et le savoir-faire.
Donc, à force de vouloir toujours donner le meilleur, on apprend et on transmet aux autres. Donc, arriver au niveau où je suis actuellement, chef de projet, ça demande beaucoup d'habilité, ça demande de l'expérience et il faut accepter de commencer au bas de l'échelle, de se faire une compétence et en fait, ça vient tout seul en fait. Parce que dans un monde qui est dominé fortement par les hommes, il n'y a que avec la compétence et le savoir-faire qu'on peut imposer en fait son leadership. D'accord. Alors, Madame animatrice H, dans un monde dominé par les hommes, il faut avoir ses compétences vraiment et surtout faire ses preuves. Et surtout faire ses preuves. Parce mais que justement, vous, en ce qui vous concerne, le monde du showbiz est soudain surpris. On est à une phase finale de ministère, même pas finale, phase éliminatoire déjà. On voit une jeune animatrice, on ne sait même pas d'où est-ce qu'elle vient. C'est ça. Voilà. Comment vous, aujourd'hui, alors, on ne vous a même pas vu venir. C'est clair. On ne vous écoutait pas sur une radio, on ne vous voyait pas à la télé. Et vous brillez hein, au palais, au stade. Comment vous avez pu faire pour, en fait, vous confirmer dans ce milieu aussi, pas que dominé par les hommes, par de très grandes animatrices également. Très grandes animatrices. Ça, pour la petite histoire, j'étais au lycée quand j'ai commencé très jeune. J'avais 17 ans, j'avais pas encore le bac. J'étais au lycée et il fallait faire le festival de mon lycée. Et il n'y avait pas de présentateur. Donc, et le promoteur a décidé comme ça de choisir des jeunes filles, à l'école de jeunes filles, pour faire les présentatrices. Donc après, une fois il est venu en classe, il y avait quelque chose à expliquer. Il est venu me trouver en classe, j'étais en train de discuter avec le prof, et il a dit, toi, je veux que tu sois présentatrice du festival. J'ai dit, what? J'avais exactement la même réaction. J'ai dit, non, je peux pas. Il a dit, si, vous pouvez. Parce que je vous ai vu plusieurs fois à l'école et tout. J'ai dit, ok. Et c'est à partir de là que j'ai fait le festival. On avait plein de partenaires. On avait la BNDA. J'étais très, très jeune. Je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais le faire. Mais déjà à l'école, j'étais, si on doit le dire, avec beaucoup d'humilité, j'étais un peu brillante à l'école. En fait, le potentiel était là. C'est ça. Je me débrouillais pas mal à l'école. Donc, faut croire que ça s'est fait remarquer. Et on avait les partenaires sur place, on avait la BNDA, on avait... C'est là, il risque d'être taxé. C'est ça, taxé. De publicité. Donc, c'est ça. On ne citera pas ces partenaires-là. Hein. Très bien. Il y avait plein de partenaires potentiels qui ont su faire le choix. Et très rapidement, je me suis retrouvée dans une émission de ministère. Moi, je n'avais rien compris. Et on m'a juste appelé un jour pour me dire, viens, tu dois présenter à la télé. J'ai dit, ok. Et maintenant, après 3 ans de présentation, 3 saisons de présentation de ministère, maintenant, vous êtes sur votre propre web TV, vous avez vos propres émissions. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés présentement? Les difficultés que moi, en tout cas, que j'ai rencontrées, que beaucoup vont te dire, tu es très jeune, ils vont croire, en réalité, ils n'ont pas encore compris qu'on n'est jamais trop jeune pour réaliser ses rêves. On n'est jamais trop jeune pour se donner à fond pour ce qu'on veut faire. Et on n'est jamais très jeune pour faire ses preuves. En fait, ne vous fiez pas à l'âge, ne vous fiez pas à l'apparence. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on peut pas accomplir des choses. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas. Tout dépend de notre volonté à le faire et des moyens qu'on se donne pour y arriver. Donc moi, je pense que c'est seulement ça qui a su prouver tout ça. En fait. D'accord. Merci H. Madame Kanouté. Alors, les difficultés dans votre domaine, est-ce que c'est des difficultés essentiellement liées au fait, comme elle vient de dire, au fait que vous êtes jeune et femme? Je crois que là, vous posez la question à la mauvaise personne. Parce que chez moi, il n'y a pas de difficulté, il n'y a que des défis. Et personnellement, quand j'ai un défi en face, c'est jamais parce que je suis femme. C'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas compris ce que je vaux. Et je m'attelle toujours à leur prouver ce dont je suis capable. Mais quels sont ces défis-là auxquels vous êtes confrontés?
En fait, c'est que la nous même autres chose. pourrions appeler difficulté. Parce que là, c'est le discours d'un coach. Voilà. La première chose que j'apprends aux femmes quand je fais les formations de développement personnel, de confiance en soi des femmes, c'est que justement, quand en face de vous, quelqu'un vous traite d'une certaine manière et que vous faites la lecture de dire c'est parce que je suis femme qu'il ne me considère pas, c'est parce que toi-même, tu as accepté cet état de fait. Moi, ça n'a jamais fait partie de mes problématiques. J'ai aussi eu la chance d'avoir une maman qui a toujours travaillé, qui m'a inspirée. C'est pourquoi je dis à toutes les femmes, ce que vous réussissez, vous inspirez aussi vos filles et vos petites sœurs à aller de l'avant. C'est-à-dire que même si j'ai dû rencontrer des problèmes ou ce que vous appelez voilà, des difficultés parce que je suis femme, je ne l'ai pas lu ainsi. Je l'ai lu vraiment comme des difficultés, tout simplement de la vie, qui peuvent arriver quand on se lance dans des aventures, quand on est professionnel. Et comment je fais pour les surmonter? Je l'ai toujours posé de cette manière. Je vous assure que c'est quand je suis vraiment rentrée dans le métier de coaching que j'ai compris que, en tant que femme, il était possible que j'ai eu des blocages et des hésitations. Ça n'a jamais fait partie de ma problématique. Donc, mais franchement, c'est peut-être aussi parce que j'ai une maman qui a toujours travaillé, qui a toujours été battante. Ça n'a jamais traversé par ma tête que je pouvais ne pas être capable de faire quelque chose simplement à cause de mon genre. Donc, si je vous comprends bien, vous ne liez ni les défis, ni les obstacles au fait que vous êtes jeune ou femme. C'est ça? Pas vraiment. D'accord. Merci, Madame Kanouté, Madame Aïdara. Vous pourrez réagir par rapport à ce qu'elle dit, mais j'ai une autre question pour vous. Pour beaucoup de gens, vous, jeunes dames qui réussissez, alors c'est parce que vous êtes belle que vous réussissez. Alors, qu'en pensez-vous? Et parce que, on le dit, et si on regarde autour de cette table, moi je ne pourrais vraiment pas dire que cette table déjà contredit cette mentalité, ce préjugé, que la beauté physique, alors vous a vraiment aidé, beaucoup même. Qu'en pensez-vous? En fait, cette question me fait rire parce qu'en réalité, en termes de réussite, la beauté devient un aspect superficiel. Parce que moi, je pense que la réussite est beaucoup plus liée à la confiance en soi, à l'engagement, à la persévérance et à la constance, en fait. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Maintenant, lier notre modeste parcours à la beauté ou à notre physique, c'est en quelque sorte nous frustrer parce qu'on fait beaucoup d'efforts, mine de rien. On fait beaucoup d'efforts et ça va au-delà de la beauté. D'accord. Merci, Madame Silla. Qu'en pensez-vous? Alors, je rejoins un peu ce qu'elle vient de dire parce que on parle de réussite, on parle de profession. Et là, je pense que à part quelques secteurs clés qui tournent autour de l'apparence, je pense que les unes et les autres pourront peut-être me compléter, mais ce n'est pas l'élément essentiel dans le parcours de chacune d'entre nous. C'est sur quoi moi je mettrais plus l'accent, c'est vraiment de construire une légitimité dans son domaine. Et là, il faut beaucoup plus travailler sur soi personnellement parce que être appelé à donner et à accompagner un changement, cela suppose que nous aussi, on représente en quelque sorte le changement. Et ce changement ne se fera pas d'elle-même. Et si on devait compter sur la beauté pour y arriver, je pense que les efforts que nous sommes en train de consentir, on ne va pas se donner cette peine-là. D'accord. Voilà. Merci. Parce que cette question, c'est une question internaute. On me l'a envoyée par Messenger. Et la personne insiste là-dessus. Parce que la personne dit quoi? La personne dit, monsieur dit ça. Regardez déjà les quatre que vous-même vous invitez. Qu'est-ce qu'elles ont en commun tout de suite quand on les regarde? Je dis, je ne sais pas. Il dit, elles sont toutes belles. Alors, et si on extrapole tout ça, c'est vrai, il n'y a pas de statistiques qui sont là. Mais H, est-ce que c'est une coïncidence? Ou alors, qu'est-ce qui fait que 90% quand même des jeunes dames qui réussissent soient toutes belles? Va-t-on parler de cette coïncidence? Il n'y a pas de femmes laides. D'accord. Il y a juste ceux qui n'ont pas compris, en fait. Il n'y a pas de femmes laides. Et j'avais envie de rebondir un peu sur la question précédente, qui est que la beauté nous avance et tout. On arrive dans un monde très, très compétitif.
mais réellement compétitif, où les nuls n'ont pas de place. C'est un peu pour expliquer. Quand il n'y a pas de place pour les gens qui pensent ça. On arrive dans un monde où les gens ont cette aptitude de comprendre, de regarder ce que vous avez réalisé, de voir vos preuves et non ce que les gens disent. D'accord? On rentre un peu dans l'éthique. Si nous sommes acceptés au poste des hommes, si nous voulons revendiquer ces mêmes droits que les hommes, c'est parce qu'on en a dans la tête et on travaille pour ça. C'est pour ça que les gens nous respectent. Mais pas une question de beauté. C'est certes agréable d'être jolie. Mais par exemple, mais voilà. pour préciser la question encore, imagine à compétence égale. Vous parlez de monde compétitif. Alors, à compétence égale, nous travaillons femme belle et plus belle, qui a plus de chances d'emporter le trophée, surtout dans votre domaine à compétence vous. Égale. Surtout dans votre à domaine. À compétence égale. Oui, à compétence égale. Moi, je reste à compétence égale. Ah, il n'y a pas de femme plus belle favorisée plus qu'une femme moins belle. Ça dépend de ce que vous réalisez. On prend les preuves. Pas parce que vous êtes jolie, l'autre est plus jolie. Non. Aujourd'hui, il faut faire ses preuves. Il ne s'agit pas de parler. Si je fais bien mon boulot, ça va se dire. Si elle fait bien son boulot, ça se dit. Quand on dit Daraja Aidara, oui, elle fait bien son boulot. Ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est présidente. Si elle est chef de projet dans une ONG où les gens vont, où beaucoup sont là, qui n'arrivent pas à atteindre ce niveau, ce n'est pas parce qu'elle est belle, ce n'est pas parce qu'elle a un joli teint noir. Non. Excusez-moi. D'accord, merci. Madame Kanouté. Moi, je dirais plutôt que quand on est féminisé et qu'on est esthétiquement présentable, on ne va pas dire belle parce que comme elles le disent, la notion est très subjective. D'accord. Mais plutôt, ça peut plutôt nous desservir. Et quand je me souviens d'avoir eu des réactions sur ma page, parce que ma page est beaucoup suivie pour mes écrits et pour mes interventions, il y a pendant un temps des personnes qui rentraient sur mon box en me disant « Fais attention parce que tu es trop belle sur ta page. Ah. Heureusement qu'on ne m'a pas dit ça à moi seul. Voilà, quand on regarde ce que tu es capable de faire, il ne faut pas que les gens soient distraits par le fashion, comme on appelle entre guillemets. Alors ensuite, j'avais un post où j'expliquais que moi, je suis une femme avec les atouts d'une femme, avec l'envie d'être féminine et de l'affirmer. Parce que pour moi, aujourd'hui, on n'a pas besoin de se transformer en homme. Être femme, c'est accepter cela. Et si j'ai envie d'être jolie, c'est pas non plus que ça veut dire que j'ai rien dans la tête. Donc, à la limite, ça m'amène à dire que les gens plutôt pensent que quand tu es féminisée, on n'a pas confiance en tes compétences toujours. Donc, il faut les prouver ensuite. Wow. Et parfois, tu arrives quelque part, ils ont envie de te mettre de la protection. Je me rappelle que quand on fait des grands panels à l'extérieur, ou même au Mali, ça m'est arrivé parfois, des questions corsées viennent, et il y a toujours les organisateurs qui disent « Non, faites doucement ». J'ai dit « Non, toutes les questions seront répondues ici, ne vous inquiétez pas ». Après, je crois que ce n'est pas très important plus tard. Ça peut être la première approche. Ensuite, on sait bien reconnaître qui est compétent, qui ne l'est pas. Mais est-ce que... Oui. Et tout comme Mariam Ina, une fois j'ai reçu un message privé du genre Daraja, on te voit souvent, tu t'habilles bien, tu es présentable pour quelqu'un qui est dans le milieu de l'humanitaire. Est-ce qu'il ne serait pas mieux que souvent tu te dépraves? Je dis non, ça n'a rien à voir. Et ça ne veut pas dire que je mets en avant ma féminité ou autre, mais en réalité, comme j'ai l'habitude de le dire, avant de se lancer dans l'humanitaire, il faut être sûr que les mots que tu veux combattre n'existent pas chez toi. Par exemple, tu veux offrir à manger aux gens, il faut te rassurer que toi-même, tu arrives à manger les 3 repas par jour. Donc, ça n'a rien à voir. Et ceux qui s'attardent sur le côté beauté, qu'ils n'oublient pas, nous avons plein de difficultés, mais on ne le fait pas savoir et c'est ça qui fait notre force. Moi, personnellement, je suis dans un domaine très compliqué où, comme je l'avais dit tantôt, l'esprit du bénévolat n'est pas compris de tout le monde. Et également, faire bouger une équipe de jeunes au même rythme, sans contrepartie, est très compliqué. Ce qui fait que souvent, même au niveau des partenaires, on a du mal à mobiliser des fonds nécessaires pour la concrétisation de certaines de nos actions. Donc ça veut dire que ceux qui considèrent que, par exemple, Daraja est belle,
ou bien c'est à cause de son accoutrement, ou bien c'est à cause d'autres choses qu'elle est favorisée. Attention, nous avons des difficultés, nous avons des gros blocages que beaucoup ignorent. D'accord. Mais est-ce que vous sentez-vous modèle? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes modèle pour d'autres jeunes filles, peut-être des jeunes dames, des jeunes filles, en fait vos cadettes, vos nièces? Est-ce que vous avez cette conscience-là que vous pouvez être un modèle pour elles? Si oui, alors comment leur servez-vous en fait votre modèle? Tout simplement à travers les idées d'entreprise, dans la lancée à laquelle je me suis jetée, c'est-à-dire mener correctement ce qui me semble correct, ce qui me semble ma passion, c'est d'aider, et aussi faire avec honnêteté, c'est faire avec clarté tout ce que je fais, parce que moi je suis dans un domaine très 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 sensible, arrive à convaincre des gens, des inconnus, à prendre leurs fonds, que ce soit des accompagnements financiers ou matériels. C'est très compliqué dans un pays comme le Mali. L'humanitaire n'est pas connu de tout le monde. Donc, ce qui fait que j'ai un gros fardeau, qui est la confiance de beaucoup de gens que je ne connais pas, tantôt que je connais. Donc, souvent, j'essaie d'être l'exemple pour mes jeunes sœurs en faisant très bien, en utilisant exactement les fonds ou les dons que je reçois correctement. Ce qui fait qu'une fois, pour la petite histoire, je demandais à ma petite sœur, ma jeune sœur à la maison, je lui demandais, au futur, tu veux faire quoi? Tu veux devenir quoi, Oumou? Et elle me dit, je vais faire comme toi, je vais faire de l'humanitaire. Je dis, attention, l'humanitaire, c'est pas du boulot en tant que tel. C'est une passion, c'est une activité à faire à part, mais je parle du côté professionnel. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça veut dire qu'à un moment donné, elles sont impactées d'une manière positivement, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce que, en s'ajoutant, en me rejoignant souvent dans l'exécution de certaines de mes activités, elles prennent plaisir. Donc ça veut dire déjà que le résultat est déjà là, et j'ose espérer que dans le futur, elles feront mieux que moi. D'accord, merci. Madame Sila, Madame Daraja Aidara parlait tout de suite d'un problème de confiance. Mais est-ce que vous avez confiance en vos jeunes sœurs, en vos nièces, en fait, qui vont devenir des femmes très bientôt? Est-ce que vous avez confiance en cette génération qui vous suit directement? Sinon, pourquoi? Si oui, dites-nous aussi pourquoi. Avant de répondre à cette question, j'aimerais réagir sur ce qu'elle venait de dire tantôt par rapport à l'aspect comment arriver à vraiment susciter la confiance, en fait. Dépasser l'aspect apparence qui, vraiment, dans beaucoup de domaines, on te présente simplement animatrice H, ou bien je prends même Daraja. Avant même que la personne place un mot, c'est les jugements qui vont commencer. D'abord, on va mettre en doute quelque part sa compétence. On va se focaliser sur l'apparence physique de la personne pour dire est-ce que quelque part elle n'est pas là juste par rapport à ça. C'est pourquoi vous avez posé la question, et j'ai entendu ça fréquemment pour dire que il y a des préjugés comme ça qui existent. Et moi, je trouve que nous, tous autour de cette table, nous sommes les exemples pour montrer que nous avons cette capacité de déconstruire en fait ces préjugés-là. Et de déconstruire ces stéréotypes qui entourent la femme et la compétence de la femme à diriger. À vos sœurs cadettes. Pour revenir à mes sœurs cadettes, j'ai confiance en elles. Et pourquoi je dis que j'ai confiance en elles? En fait, avant d'aller même sur le plan de la confiance, il faut d'abord prendre en compte que actuellement nos jeunes sœurs ont beaucoup d'opportunités qui s'offrent à elles, qui ne l'étaient pas forcément avant. Il y a beaucoup plus de secteurs qui s'ouvrent à nos jeunes sœurs. Elles ont l'utilisation de l'Internet qui peut les aider à vraiment, sur place au Mali même, s'ouvrir à d'autres connaissances et se renforcer en termes de compétences. Il y a
10 ans, 20 ans au Mali, ce n'était pas le cas. Il fallait vraiment carburer dur pour acquérir des compétences, pour se faire une place. Mais maintenant, avec l'accès à Internet, il y a beaucoup de choses qui se font et il y a beaucoup de nos jeunes sœurs qui arrivent à se positionner par rapport à ce qu'il y a comme compétences dans leur domaine. Et l'animatrice H en est l'exemple palpable. Mais, cela dit, il y a des revers aussi. Qui dit évolution, qui dit technologie, il y a des revers aussi. Et c'est surtout les aspects négatifs qui sont beaucoup plus mis en avant que les bénéfices qu'on attire. D'accord. Voilà. Merci Madame Silla, animatrice H. Alors, vous appartenez quand même à cette génération de filles avec chicha. Cette génération de filles qui partent en boîte à partir de 4 heures du matin pour sortir à 8 heures. Est-ce que vous êtes une icône pour ces filles-là en même temps? Mais est-ce que vous avez confiance alors en votre public, vous-même? Alors, je peux pas connaître tout mon public, mais je sais qu'à 95% de mon public, c'est les jeunes. Il y en a encore plus jeunes que moi. J'ai confiance, comme elle vient de le dire là, j'ai confiance qu'ils auront plus de chance que nous, qu'ils auront plus d'ouverture, qu'ils auront beaucoup d'outils à leur disposition s'ils veulent évoluer. Ils auront accès à l'éducation comme pas possible, se former en ligne, apprendre des langues, se cultiver, se forger vraiment des compétences. Mais aussi, ils ne seront pas à l'abri de toutes ces choses, de ce revers comme elle venait de dire tout à l'heure. Moi, j'ai confiance, mais j'ai aussi peur quelque part, parce que ça dépend. Les jeunes ne sont pas toujours responsables. Il y a l'éducation, il y a d'où ils viennent, il y a comment les parents en prennent soin, il y a leur milieu, et il y a aussi le niveau de vie souvent. Ce sujet est très délicat. Tu ne peux pas juger quelqu'un, tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas à quoi il fait face. Tu ne sais pas à quel défi la personne fait face tous les jours de sa vie. Donc c'est très difficile. Mais en tant qu'icône, est-ce que vous sentez-vous responsable de ce public? Et que faites-vous pour le leur montrer? À travers ma page, très souvent je conseille. Très souvent, je fais des posts pour motiver les jeunes. C'est ce que je fais d'ailleurs à travers mon émission. L'idée de l'émission, Kalen, c'est pas au-delà du divertissement, c'est un canal de sensibilisation pour les jeunes. On a tout un tas de projets derrière, c'est par saison et à la fin de saison, on a un festival qu'on va organiser. Ça va dépendre de plusieurs thématiques. On va faire un festival de paix. Après, ça sera pour les jeunes. On touche tous les thèmes. On pose des thématiques qui touchent à la jeunesse. C'est pourquoi je me sens responsable, d'où l'idée de l'émission. Pouvoir les sensibiliser, prendre des modèles, expliquer aux jeunes qu'on est certes pas à l'abri de toutes ces choses, mais on peut s'en sortir. On a tous les moyens de s'en sortir et on peut faire plus que ce que nos parents attendent de nous. Merci beaucoup. Vous en prie, monsieur. Animatrice H, Madame Kanouté. Alors, vous êtes quand même chacune un modèle dans son domaine, mais vous savez, il y a un autre modèle de réussite femme, en fait, qui tranche avec vos modèles respectifs, c'est-à-dire celui des dames glamour, avec des basins craquants, des foulards, hein, qu'on confectionne à 1000 francs, à 1500, hein, Moussora qui me flala ou bien qui me sabala, hein, et ces modèles, c'est aussi les grands sous, hein, à gauche, à droite, les grands baptêmes, les grands mariages, on donne de l'argent, on farote et tout. Ces modèles de la culture du corps, hein, et du buzz est là, en face de vous. Et ce modèle a plus de fans que les modèles que vous servez. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour renverser la tendance? Moi, je ne vais pas dire qu'est-ce que je compte faire, je vais dire qu'est-ce que je fais déjà. D'accord. Parce que j'agis déjà. Il m'est arrivé d'organiser des camps d'éducation pour les jeunes filles. C'est des projets que j'ai même partagés. Et je crois que ça risque d'être votre dernier mot en même temps. D'accord. Finissez sur un conseil aussi. D'accord. Alors, ce camp, c'est parce que justement, cette génération, les jeunes, les autres intervenantes viennent d'en parler, cette génération a beaucoup de talent. On est vraiment dans cette période extraordinaire où les talents peuvent éclore en toute confiance, avec un environnement favorable. En même temps, c'est une génération qui a énormément de défis.
Et le premier défi, c'est de vraiment se construire de la manière la plus solide pendant que les gens semblent pressés d'acquérir tous les biens physiques. Le deuxième défi est que cette génération est élevée par une autre génération, c'est ce que j'appelle la génération X, et qui n'a pas forcément eu les mêmes lectures de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont accès aux informations du monde entier, aux injonctions, aux sollicitations, et en face n'ont pas forcément eu la protection, les assises nécessaires, les valeurs pour pouvoir faire face et décoder cet environnement. Donc ça nous donne justement tout ce que vous voyez qui n'est pas propre au Mali. C'est vrai qu'au Mali, il y a une certaine visibilité et qu'aujourd'hui le problème est posé depuis quelque temps, mais c'est un peu généralisé. Alors mon idée vraiment, c'est d'amener cette génération, même pas les plus jeunes, mais aussi leurs parents, et eux, pour les futurs, à reconstruire la génération autrement, avec des valeurs, avec des orientations, mais tout en restant ouvert vers le monde. Et ça, c'est quelque chose... En quelques secondes, à l'endroit de vos camarades d'âge, à l'endroit de vos nièces, de vos cadettes. C'est de dire que l'univers va nous servir toujours en fonction de ce que nous avons donné. Et qu'un arbre qui veut grandir haut et qui veut s'étendre doit pousser des racines très profondément. Et le résultat que vous allez voir sera toujours en fonction de vos efforts. Alors le résultat qui n'est pas soutenu par un soubassement va toujours s'écrouler à un moment ou à un autre. Donc nous voulons du succès, construisons un vrai succès. Nous voulons de la notoriété, construisons cela sur des compétences. Et à ce moment, nous ne nous trompons pas. Et surtout, inspirons les autres, nos sœurs, nos filles, la future génération, à faire pareil, à être enfin responsables. Merci beaucoup, Mariam Ina Kanouté. Madame Aïdara, alors qu'est-ce que vous comptez faire justement pour inspirer vos cadettes, vos nièces à être comme vous? Alors, je vais rejoindre coach Mariam Ina. Comme quoi, moi, je sais pas qu'est-ce que je compte faire, mais qu'est-ce que je fais déjà. Moi, ma formule, c'est de ne pas m'attarder sur des préjugés ou des jugements sur les choix d'autrui. Celles qui mènent l'autre vie, c'est leur choix. Et moi, ce que je juge nécessaire, c'est de rester focalisé sur ce que je sais faire de mieux, sur ce que je juge être meilleur, qui est la bonne voie selon moi, pour amener le maximum de jeunes sœurs, le maximum des filles de la même génération que moi, à me rejoindre sur cette même voie. Vous savez, nous sommes dans un monde actuellement où le mal prospère facilement. Le mal influence facilement. Et l'exemple en est qu'il y a, via les réseaux sociaux, Albarka n'est pas aussi suivi que une personne... C'est une page dont on ne veut vraiment pas parler. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens sont plus attirés. Un balani show a plus de monde naturellement qu'une salle de formation, même si elle est gratuite. Donc, ça veut dire qu'on est confronté à un monde où les gens sont plus attirés par le mal. Le mal prend plus le dessus par rapport au bon. Donc, nous avons une lutte qui est là, qui est de rester focalisé sur ce que nous faisons de mieux pour impacter nos jeunes sœurs. Par exemple, il faut des initiatives comme la vôtre de multiplier ces genres de cadres d'échange où on invite des femmes d'exemple à parler d'elles-mêmes, à parler de ce qu'elles font pour inciter nos jeunes sœurs à se dire « Ok, je vais devenir comme une Fatoumata Sango, ok, je vais devenir comme une Aïssata Diakité ou une coach Mariam Ina Kanouté. » Voilà donc, et aussi... par exemple, récemment, moi, j'ai été sélectionnée parmi les 35 jeunes qui font bouger l'Afrique en 2019 par le programme Africa 35-35. Ce sont des initiatives qui se disent, tout ce que je fais sur le terrain n'est pas vain. C'est utile à ma communauté, ce qui fait que on mérite cette reconnaissance et ça nous pousse à redoubler d'efforts. Donc, l'appel que j'ai lancé à l'endroit de mes jeunes sœurs, c'est d'avoir confiance en elles-mêmes, oser prendre des initiatives, se battre pour les concrétiser et aussi rester constant dans ce qu'elles font. C'est très important. Merci Madame Aïdara, Madame Silla, Madame Aïdara encore. Une minute, votre appel. Moi, ce que je dirais par rapport à ce qu'on peut
apporter comme modèle de changement, c'est d'abord être le changement que l'on souhaiterait voir chez nos jeunes sœurs. Et elle a parlé tantôt de confiance en elle. Et moi, je pense que s'il y a quelque chose sur lequel on doit mettre l'accent, c'est comment construire chez nos sœurs l'estime de soi. C'est vraiment la clé, en fait. Quand on sait la valeur qu'on a, quand on en prend conscience, ça nous ouvre des opportunités pas possibles. Donc, s'il doit y avoir un domaine sur lequel on doit mettre l'accent, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le cercle familial, c'est comment les aider à construire leur estime de soi, se valoriser. Et à elle-même, quel message? À elle-même, le message que je dirais, c'est que il est facile de critiquer, en fait. Il est facile de critiquer, il est facile d'analyser. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, on peut apporter dans le cadre de ce changement-là? La problématique est connue. On peut tous dépeindre, en fait, la situation. Mais qu'est-ce que nous apportons concrètement? Et cela passe vraiment par la prise de conscience qu'on n'est pas uniquement femme ou bien destinée à juste rester dans le cocon familial, mais on est appelé à jouer notre partition dans le cadre du développement et à servir d'exemple. Donc Merci. Là, il faut vraiment construire les valeurs, il faut vraiment bâtir l'estime de soi. Merci beaucoup. H. 30 secondes. Et je suis très d'accord avec elle sur le sujet où il faut être le modèle qu'on souhaiterait voir chez nos jeunes sœurs. Pour rebondir un peu sur ce qu'elle vient de dire, elle a dit les balanichos sont plus remplis que les salles de formation. Les enfants à cet âge ont besoin d'écoute, ont besoin d'orientation souvent, et c'est ce que je fais à travers mon émission. On donne des moyens de sensibiliser les jeunes pour rester focus sur leurs life goals, sur leurs objectifs de vie, les amener à faire des choix de vie, de savoir ce qu'elles savent faire et comment y arriver et comment travailler pour que ça se concrétise. Et c'est ce que je fais avec Kalen. Merci beaucoup. C'est ça. Merci à tous. Engagement des jeunes dames au Mali, et si on en parlait, était le thème de votre émission Théma de ce soir avec Madame Daraja Aïdara, détentrice d'un master en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines, présidente de l'association humanitaire Al-Barka. Madame Mariam Ina Kanouté, master coach, maître praticien, programmation neurolinguistique, consultante en investigation appréciative, directrice générale du cabinet de coaching et de formation, les cabinets potentiels. Madame Rokatou Sila était notre troisième invitée. Elle est gestionnaire de formation, chef de projet, leadership politique accru des femmes à Enda Mali. Et enfin, nous étions avec Madame animatrice H de son vrai nom, Aminata Aïdara, animatrice et présentatrice TV, très suivie sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et Facebook, où sa page compte plus de 44 000 adhérents. Elle fait présentement un Master 2 en marketing et intelligence d'affaires. Elle a présenté durant 3 saisons l'émission Ministère sur Africable Télévision, et présentement, elle présente sa propre émission, c'est sa propre production, l'émission Kalen, sur sa propre web TV. Ce fut vraiment un plaisir pour moi, mesdames, messieurs, de vous servir ce numéro Théma. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre aventure thématique. D'ici là, passez un excellent week-end. Au revoir.